L'heure de Ferry, ravi de vous retrouver comme tous les samedis. Bonjour cher Luc Ferry. Bonjour chère Marie. Ravi de vous retrouver après des éditions spéciales, une actualité internationale particulièrement dense. On va y revenir d'ailleurs ensemble de ces 12 jours de guerre entre Iran et Israël, les dernières déclarations du président américain. On va prendre le temps. Ça m'intéresse beaucoup aussi. Absolument, situation extrêmement intéressante, mouvante aussi, au vu des dernières déclarations des uns et des autres. Mais d'abord, restons en France. La politique qui vous intéresse aussi beaucoup. Bien sûr. Le conclave pour les retraites qui s'est achevé cette semaine. François Bayrou qui a tenté de rattraper par la manche certains syndicats. Pas d'accord signé, mais des avancées pour le Premier ministre. Quelques avancées pour les femmes. C'est quoi ? C'est la stratégie du déni ou la stratégie du verre à moitié plein et se dire quand même on est parvenu à quelque chose ? De toute façon, c'est pas de la faute de Bayrou, il ne peut rien faire, puisque dans l'état actuel de l'Assemblée nationale, n'ayant pas de majorité, enfin pas de majorité absolue, mais on en est très loin. De toute façon, même s'il était un génie politique, il ne pourrait rien faire. Donc je c'est juste pas là pour le critiquer. Simplement, le problème, c'est qu'il gagne du temps, mais la France en perd, c'est tout. Et la France va perdre encore 2 ans. Donc on est en plein déclin. Et la question budgétaire qui va, qui nous rattrape, hein. Alors, les avancées vont quand même coûter 2 ou 3 milliards sur elles sont légitimes, mais elles vont coûter sur les femmes, sur les carrières longues. Très bien. Je ne critique pas ces avancées, mais elles vont coûter encore 2 ou 3 milliards. Là, alors regardez les chiffres maintenant, parce que après, le vrai obstacle, ça va être le budget, mais c'est évidemment lié, parce que ça coûte très cher les retraites. Bon. Donc c'est les mêmes pots finalement. C'est les mêmes pots. Il y a qu'une boîte. Hein. Exactement. À la fin. Il y a une chambre noire, mais il y en a qu'une. Tout le budget, tout est lié. Bon. Et donc on a une croissance qui est en berne, qui est à 0,5, et pas du tout comme le dit Lombard qui dit n'importe quoi. Elle est pas à 0,7, elle est à 0,5. Voilà, tous les économistes le savent. Et la Banque de France, Villois de Gallo, amoindrit ses prévisions. Mais bien sûr, on est à 0,5 et c'est très largement, écoutez bien parce que les gens ne le savent pas, et que ces questions budgétaires sont très compliquées et puis elles sont très abstraites, ça rentre pas dans la culture générale des Français. Bon, mais c'est cette baisse de croissance qui explique les 41 milliards de dollars de déficit supplémentaire pris dans le trimestre dernier. Et ce sera la même chose au trimestre prochain. On a 160 milliards d'euros de déficit, donc la dette va augmenter considérablement. On est à 114% du PIB. On est à 3300 milliards d'euros de dette. Pourquoi ? Sans compter la charge de la dette, qui court. Sans compter la charge de la dette qui court et qui continue et qui va finalement rattraper l'impôt sur le revenu. Voyez ? Et donc pourquoi on a cette baisse de croissance ? C'est largement la baisse de croissance qui explique les 41 milliards d'euros de déficit du dernier trimestre. En un trimestre. Bon, alors, qu'est-ce qui explique ça ? Mais c'est la dissolution. La dissolution, elle a plombé la consommation des ménages et l'investissement des entreprises. Voilà. Donc ça, mais ce que je vous dis là, c'est juste du bon sens et c'est juste la vérité. Tout le monde le sait. Voilà. Donc, il y a un proverbe latin qui dit tout. C'est pas par cuisserie, c'est parce que je l'aime bien et puis il est facile à comprendre. Bayrou a fait un beau discours disant il faut réduire la dépense, il faut réduire le déficit. On peut lui reconnaître là-dessus une forme de cohérence. La cohérence, sauf que... Il a fait campagne à l'époque là-dessus, sur la dette. Depuis toujours. Voilà. Mais voilà le proverbe latin. Optima Video deteriora sequor. Je vois exactement ce qu'il faut faire et je fais l'inverse. Voilà. Optima Video, je vois les bonnes choses à faire, je vois le mieux et c'est le pire qui s'ensuit. Voilà. Et c'est pour ça que je cite ce proverbe, parce que c'est exactement ce que nous vivons. Optima Video deteriora sequor. Donc Bayrou dit exactement ce qu'il faudrait faire et il fait exactement l'inverse. C'est pas sa faute, il est coincé. Simplement, si j'étais à sa place, je démissionnerais, ça n'a pas de sens. Il gagne du temps, mais la France en perd. Il joue son Mendes France, on y reviendra d'ailleurs. Il a un regard assez... À des années-lumière de Mendes France. À des années-lumière. Il a un regard d'ailleurs assez ironique sur les sondages, qui le donnent finalement très peu de temps de vie à Matignon. Juste, vous disiez il y a quelques instants, ce n'est pas dans la culture générale des Français. La dette et ces questions-là, est-ce que c'est à déplorer ? Est-ce qu'il faut... Oui, il faudrait expliquer les choses. Il faudrait expliquer pourquoi c'est important. Moi, si j'étais en politique, j'expliquerais ça à partir de la question qui, pour moi, est la question centrale. Le seul grand dessein, c'est quel monde nous allons laisser à nos enfants. Et donc, j'expliquerais aux Français, parce qu'ils sont prêts à faire des sacrifices, non pas pour Bercy, dont ils n'ont rien à foutre, mais pas pour Lombard ou pour Bayrou, dont ils n'ont rien à faire. Mais ils sont prêts à faire des sacrifices pour leurs enfants, parce qu'ils les aiment.
Voilà. Donc moi je leur dirais, vous voyez, il y a un certain nombre de problèmes. Il y a la guerre avec l'islamisme, il y a le problème de la mondialisation, il y a le problème de l'école, il y a le problème de la transition écologique, mais il y a le problème de la dette. Vous êtes en train de laisser une ardoise à vos enfants qui leur fera un monde beaucoup, beaucoup plus difficile que celui que nous avons connu. Mais ça, certains le disent. Ça, certains. Oui, mais il faut l'expliquer. Il y a ces calculs faits sur une feuille de papier, même certains analystes experts disent, en gros, c'est 48 000 € par Français. 48 000 € par Français. Oui, mais ce qu'il faudrait expliquer, c'est que ça va avoir comme conséquence inévitable pour qu'on ne soit pas mis sous tutelle de l'Europe, une augmentation des impôts, parce qu'il n'y a rien d'autre à faire, voilà, parce que ils sont infoutus avec le système ça, c'est non, actuel. Aujourd'hui, ils disent surtout pas. Mais ils le disent, mais ils le font. Ils disent qu'ils le font pas, mais ils le font. Encore une fois, Optima Vidéo détériore assez court. Voilà, et donc ils le font parce qu'il n'y a rien d'autre à faire pour pas être taxés pour pas être punis par les agences de notation et les marchés financiers. Donc ils sont obligés de faire exactement ce qu'il ne faut pas faire. Et encore une fois, dans l'état actuel de l'Assemblée nationale, c'est inévitable. Donc ma conclusion est très simple. 2 choses. 1, il faut expliquer aux Français que par rapport à leurs enfants qu'ils aiment, ça va être une catastrophe, c'est le déclin et c'est le chômage des jeunes qui se profile. Donc il faut expliquer ça. Mais il faut l'expliquer en détail, il faut qu'ils comprennent. Et donc il faut faire un effort, il faut travailler plus. Et puis il faut réduire la dépense publique. Bon, point final. Et il faut évidemment comprendre aussi une chose, c'est que la Ve République est morte. Voilà. Et ça, c'est pas la première fois que vous le dites. Mais bien sûr, parce que dans les 2 ans qui viennent, il se passera rien. Donc Bayrou gagne du temps, mais la France en perd. Voilà, il ne se passera strictement rien dans l'état actuel de l'Assemblée nationale, mais après, ce sera pas mieux. Parce que, je vous dis très clairement les choses. Les seuls qui seraient capables de faire le bon boulot, c'est la droite républicaine. Voilà, parce que il faut une politique, je dirais pas d'austérité, parce que ça fait peur à tout le monde, mais il faut une politique de rigueur budgétaire, pour que, encore une fois, on ne laisse pas un monde invivable à nos enfants. Voilà. Donc seule la droite républicaine est capable de faire ça. Le Rassemblement national ne le fera pas et la gauche ne l'a jamais fait et c'est contraire à tous ses principes. Mais la droite républicaine n'arrivera pas au pouvoir. Voilà. On va avoir un débat entre Édouard Philippe, qui a été une catastrophe absolue pour la France, ça a été les gilets jaunes pendant 2 ans pour garder Nicolas Hulot au pouvoir, et de l'autre côté Marine Le Pen ou son gamin, là, Jordan Bardella, mais dont le programme économique n'est pas le bon non plus. Et même si Retailleau était élu avec l'aide de Barnier, très bien, je vois Barnier qui se bouge de ce côté-là, très bien. Mais de toute façon, le système actuel, le système politique français actuel ferait qu'il n'aurait pas de majorité à l'Assemblée nationale, c'est impossible. On retomberait dans les législatives anticipées de 2024. Juste sur l'intérêt général, on en parle souvent ensemble, et de l'intérêt particulier. Vous dites, moi ce débat me fascine parce qu'il nous touche tous finalement, on peut le rendre très concret, et dès qu'on touche finalement à une niche, dès qu'on touche à un privilège, dès qu'on touche, qu'est-ce que ça suscite? Forcément de la colère et de l'incompréhension. On est dans l'intérêt particulier, mais qui est du ressort aussi de l'intérêt général, de dire bah oui à vos générations. Comment faire comprendre ça et infuser ce message? Encore une fois, je pense que c'est simplement par rapport à ce que nous aimons et aux sacrifices qu'on peut faire qu'on peut y arriver. Il faut comprendre par exemple qu'il faut travailler plus, il faut travailler 2 heures de plus, 3 heures de plus. Il y a toutes les enquêtes montrent que les Français sont le pays qui travaille le moins parmi les pays équivalents en Europe, donc il faut travailler plus. Les 35 heures ont été une catastrophe. Donc il faut faire comprendre ça aux gens, et c'est pas dramatique de travailler 3 heures de plus par semaine. Enfin, et vous entendez que pour certains, ça le soit? Mais dans ce cas-là, on tient compte de la pénibilité. Et là-dessus, mais bien sûr, aucun accord n'a été trouvé, en tout cas pas à cette heure. Mais c'est pourtant le point essentiel, encore une fois. Le type qui est sur son marteau-piqueur, c'est normal qu'il parte à 50 ans ou à 55 ans, c'est normal. Mais le prof d'université que je suis pourrait partir à 80 ans. Je suis pas encore gâteux, voilà. Donc j'ai 74 ans, j'ai pas le droit de faire un cours à la Sorbonne, c'est complètement idiot. Donc il faut tenir compte de la pénibilité, et il faut expliquer aux Français donc que c'est pour leurs enfants qu'il faut faire un effort, c'est pas pour Bercy, mais c'est pour leurs enfants qu'ils aiment qu'il faut faire un effort, c'est pour les générations futures qu'il faut faire un effort, et donc il faut leur expliquer ça, et puis il faut réduire la dépense publique. On va arriver à 6 millions de fonctionnaires, ça n'est pas jouable, donc il faut réduire. Avec Macron, on a augmenté pratiquement de 40 ou 50 000 fonctionnaires par an, c'est pas jouable. La masse salariale, en effet, de la fonction publique n'a cessé de croître. Voilà. Et tout ça pour faire croire que on diminuait le chômage, ce qui est pas vrai. Parce que si on comptait vraiment, et si on compterait les apprentis qui sont payés par l'État et les entreprises, on serait à 10 millions, on serait à 10 points de chômage. Donc tout ça, c'est de la com mensongère, voyez. Donc il faut sortir du mensonge et il faut
sortir de cette 5e République, parce qu'avec 6 courants politiques, quoi qu'il arrive, si Retailleau était élu, ce qui n'arrivera pas, parce que pour l'instant c'est quasiment impossible. Oui, mais il est à 11-12% d'intention de vote, à son plus haut. Mais ce que disent nos amis là, politologues est juste. Bon, et donc il ne peut pas y arriver. Mais même s'il y arrivait, de toute façon, l'Assemblée nationale serait aussi éclatée qu'aujourd'hui. Et si vous n'avez pas la majorité absolue à l'Assemblée nationale, vous pouvez rien faire. Regardez le système allemand, quoi qu'on pense de Friedrich Merz, quand il arrive là-bas, il a une majorité, représente 65% des Allemands, il peut agir. Et l'Allemagne est en train de sortir des ennuis. Oui. Voyez, parce que cette culture de la coalition aussi, à l'allemande. Mais oui, mais la culture, si vous voulez, la culture, il faut la créer. La culture de compromis, il faut la créer. Les Français sont pas plus bêtes que les Allemands. Si le système politique français y obligeait, les Français feraient la même chose que les Allemands. Il n'y a pas une différence génétique entre les Français et les Allemands. C'est absurde. C'est une question de rationalité, il faut expliquer les choses. Si on revient à la personne Bayrou, à sa méthode, à ses mots cette semaine, j'aimerais juste qu'on l'entende, parce qu'il répondait à un journaliste, plutôt ironiquement et avec un peu de lucidité. Oui. Un sondage le dit, près de 3/4 des Français ne le voient pas terminer l'année à Matignon. Voilà ce que lui en pense également. Oui. 2 Français sur 3, d'après ce sondage, pensent que vous ne finirez pas l'année à Matignon. Est-ce que vous pouvez répondre au pessimisme de ces Français ? Non, d'abord, je veux leur répondre que je comprends très bien leurs sentiments. Le même sondage, au mois de décembre, quand j'ai été nommé, pour 84%, considérait que je n'atteindrais pas la fin de l'année 2024. Et je lis des menaces de censure tous les jours. C'est probablement le mot qui est le plus souvent écrit. Et donc je partage leurs soucis ou leurs inquiétudes. Ils partagent leurs inquiétudes. Il est on comprend presque dans ces 3/4 des Français interrogés. Je suis désolé de dire ça, mais c'est comme à l'éducation nationale. Comme il n'a jamais rien fait, il dure. Et il faut le dire, c'est la vérité, je suis désolé de dire ça. Je le connais depuis 40 ans. Il n'a jamais rien fait et c'est le seul moyen de durer. Donc là, il amadoue les socialistes, le Rassemblement national en disant qu'il va mettre les avancées, il va les présenter au Parlement. Ce qui met le Parti socialiste complètement à contre-pied, puisqu'ils avaient dit qu'ils feraient pas de censure si jamais Bayrou représentait le projet au Parlement. Il a amadoué le Rassemblement national. Et comme il ne fait strictement rien pendant les 5 ans où il est resté à l'éducation nationale, il ne s'est rien passé du tout. Il n'a jamais rien fait. Voilà. Et donc, je suis désolé de le dire, mais c'est la vérité. Or, dans l'état actuel des choses, c'est le seul moyen de durer. Donc, si vous ne faites strictement rien et vous dites, mais non, mais on verra, on va remettre le budget au mois de juillet. Tu vois, au mois de juillet, tout le monde est en vacances, donc tu as une petite chance de durer encore 3 mois. Et puis après ça, on mettra les avancées, on les soumettra au Parlement. Donc, dans ce cas-là, vous ne pouvez pas me censurer puisque je vous redonne la parole. Donc, ne me censurez pas, voilà. Et tout ça est uniquement fait pour gagner du temps et en faire perdre à la France. Donc, encore une fois, moi, si j'étais à sa place courageusement, un homme courageux dirait, écoutez, voilà la situation, j'explique la situation, je vous lègue mon testament d'une certaine politique, voilà, et je m'en vais, parce que ça n'a pas de sens. Démissionner, et dans ce cas-là, après, est-ce que ce ne sont pas des sujets d'élection présidentielle ? Est-ce que finalement, un Édouard Philippe n'avait peut-être pas raison en se disant, c'est ça. Si Bayrou démissionnait, je pense qu'il y aurait inévitablement une nouvelle dissolution, et au moins on finirait par avoir une démission du président de la République, parce que ce serait pas jouable. Et je pense que le chaos politique serait préférable à cette espèce de perte de temps qu'on ne peut pas se permettre aujourd'hui. Donc il faut balancer tout ça, il faut faire exploser tout ça. En disant ça, et Luc, je vous interromps, mais vous allez à contre-courant de beaucoup qui disent le chaos, une nouvelle dissolution, une démission. Les marchés, notamment, ont besoin de stabilité. Les entrepreneurs, les... Mais je pense que le seul moyen de retrouver la stabilité, c'est une nouvelle élection présidentielle. Parce que là, regardez, encore une fois, on est à 0,5% de croissance. Donc les entreprises le voient bien, les chefs d'entreprise le voient bien. Tout ça est lié à cette bêtise insondable de la dissolution. Il y a 600 milliards d'épargne en France. Voyez ? Or, les gens ne dépensent pas parce qu'ils savent pas où on va. Et les entreprises n'investissent pas. J'en avais parlé ici même avec Carlos Tavares. Il disait, mais dans l'état actuel de la vie politique et de l'absence de budget ou de 41 milliards d'euros de déficit supplémentaire, nous supprimons tous les investissements qui ne sont pas absolument vitaux. C'est bien trop instable. Mais c'est trop instable. Pour se projeter et investir. Paradoxalement, il faut une instabilité chaotique maximale pour retrouver un peu de stabilité avec une élection présidentielle nouvelle.
naturel. Vous entendez aux téléspectateurs qui vous écoutent là que ça peut être contre-intuitif. Mais vous dites... Oui, bien sûr que c'est contre-intuitif. Mais là, voyez, on va perdre 2 ans. Donc, est-ce que les gens peuvent comprendre qu'on ne peut pas se permettre de perdre encore 2 ans avec 41 milliards d'euros de dettes qui vont être de déficit, qui vont être renouvelés au trimestre prochain à coup sûr. J'en prends tous les paris. Voilà, je vous signe tout ce que vous voulez. On aura 40 milliards d'euros de dettes supplémentaires au prochain trimestre. Et donc, ça n'est pas jouable. Donc, on ne peut pas se permettre, dans l'état actuel du monde, de perdre encore 2 années et puis de se retrouver après avec une nouvelle élection dans le même système électoral qui produira les mêmes effets. Peut-être un mot sur le Parti socialiste, dépôt de motion de censure, examiné normalement mardi à l'Assemblée. C'est ridicule. Sans le vote, l'a annoncé, sauf coup de Trafalgar du Rassemblement national. Pardon, le Rassemblement national, il y a encore... alors évidemment, avant sa condamnation, c'était demander la démission du président de la République. On est plus du tout là-dedans. Changement de stratégie totale et pas de censure votée. Alors que quand on les entend tous... Parce qu'ils savent pas où ils vont, c'est parce qu'ils ne savent pas ce qui va arriver à Marine Le Pen. Le plus probable, c'est que Marine Le Pen soit empêchée de se présenter. Moi, je n'ai jamais vu les magistrats se contredire. Et ces déclarations demandant à Jordan Bardella de se préparer vont peut-être en ce sens. C'est ce qu'elle sent aussi. Mais donc du coup, dans cette espèce d'obscurité totale, d'imprévisibilité totale de l'avenir, le Rassemblement national n'a pas intérêt à voter la censure, donc cette censure ne sera pas votée. Et en plus, le Parti socialiste se ridiculise, mais enfin avec Olivier Faure, c'est pas une nouveauté. Il se ridiculise parce que, encore une fois, Bayrou fait ce que le Parti socialiste demandait. Il soumet les avancées, les quelques avancées sur les retraites des femmes et sur les retraites longues. Il les soumet au Parlement, ce qui était exactement ce que demandait le Parti socialiste. Donc c'est de l'agitation ridicule. Ça ne mène à rien et ça décrédibilise encore un peu plus le Parlement, qui n'en a pas besoin. Mais un François Bayrou qui, à date, ne semble pas du tout menacé. Il restera... Non, bien sûr. Moi, il fait... Dans l'enfer de Matignon. Bien sûr, c'est sa devise depuis 40 ans, donc là-dessus, il est formidable. Donc il est en un sens, je le dis un peu en rigolant, mais il est l'homme de la situation. L'homme de la situation, avec beaucoup de sourire dans la voix. Il voudrait faire quelque chose, il serait viré tout de suite. Voilà. Je suis désolé de vous dire ça brutalement, mais il faut que les Français comprennent et qu'ils se réveillent. Moi, je suis pas là pour flatter les uns ou les autres. Je suis là pour dire ce que je crois être la vérité. C'est mon seul but. Et c'est ce qu'on apprécie aussi dans cet échange et cette heure de Ferry. On parle beaucoup de démographie. Oui, c'est passionnant. Faisant des enfants ou les femmes en font-elles moins. C'est intéressant de s'intéresser à ce rapport Fondapol notamment. L'INSEE dit les bébés sont en nette baisse, on fait moins d'enfants, soit 2,2% de moins qu'en 2023. L'indicateur conjoncturel de fécondité recule, lui, à 1,62 € par femme. Mais, selon la Fondapol, une étude réalisée par elle, l'envie de faire des bébés résiste. Alors que la natalité est en berne, 70% des moins de 35 ans disent vouloir devenir parents. Et si on avait eu tout faux quant à cette dénatalité ? Ils disent ce qu'ils voudraient, mais ils disent qu'ils ne le font pas. C'est toujours la même chose. Là, encore une fois, Optima Vidéo détériore ses quoi. On y revient. Voilà. Et en vérité, alors les analyses que donne le Figaro sont très intéressantes parce qu'elles montrent que c'est pas du tout ce qu'on croit. Non. C'est ni la question du logement, c'est ni la question de l'écologie et c'est pas non plus la question économique. C'est pas vrai. À chaque fois, regardez. Elles apparaissent, mais c'est très faible. Mais les chiffres sont très faibles. En proportion très faible. On est à 14%, 15%. Voilà, on est dans des tout petits chiffres. Donc c'est pas ça. C'est pas ça. C'est l'émancipation. Alors, c'est ce que disent Ibbitson et Bricker dans ce livre formidable qui s'appelle Planète vide. Donc, 2 démographes, 2 chercheurs québécois, canadiens, qui ont fait ce livre qui s'appelle Planète vide. Et ils ont raison. C'est une lame de fond. C'est l'émancipation des femmes. Quand les femmes sont libres et qu'elles peuvent accéder à la contraception, elles ne veulent plus 6 enfants, 5 enfants, 4 enfants, 3 enfants, c'est la limite. C'est plutôt 2 enfants. En France, c'est 1,5 maintenant. Voyez 1,62 précisément. Voilà, 62, mais on va pour l'année prochaine vers le 1,5. Vous avez raison. 1,62. Et la moyenne européenne, c'est 1,5. En Suisse, c'est 1,5. Voilà. Une tendance, tendance très lourde. Bien sûr. Donc c'est l'émancipation des femmes qui ne veulent pas accoucher. Ils ne sont pas des poules pondeuses. Voilà, je dis pardon un peu brutalement, mais c'est comme ça. C'est dans la tête et dans le cœur. C'est très important. C'est pas la question du logement ou de l'argent ou des allocations familiales. C'est pas vrai. Voilà. Et deuxièmement, c'est la question du déclin des religions, évidemment.
Quand on avait qui est intimement lié avec ce qui est en train de se passer. Quand on avait 95% de catholiques en France dans les années 50, les catholiques pratiquaient le coitus interruptus, mais la contraception était interdite. C'était un péché mortel. Donc ça compte, ça. Donc je sais pas pourquoi le Figaro ne le dit pas. Sauf que peut-être c'est pas des choses que la droite catholique a envie de dire, mais c'est ça qui s'est passé. Et troisièmement, c'est la montée en puissance de l'État-providence qui fait que c'est maintenant l'État-providence qui s'occupe des vieux. Tandis que dans les pays traditionnels, en Afrique, c'est les enfants qui s'occupaient des vieux. Quand les vieux perdaient l'autonomie, c'est les enfants qui s'en occupaient. Mais même du temps de ma mère, qui a 101 ans maintenant, elle me dit, mais elle vivait à Pontoise, dans la maison où on vivait, il y avait les vieux parents étaient là, les grands-parents étaient là. Et ils vivaient ensemble. Mais bien sûr. Bien sûr. Ça n'était même pas une question, c'est ça. Bien sûr. Ouais. Et moi, j'ai connu très bien ma grand-mère qui vivait avec sa mère. Donc, j'ai très bien connu mon arrière-grand-mère. On vivait avec les vieux parents. C'est fini, ça. Maintenant, c'est les EHPAD qui prennent ça en charge pour l'essentiel, voilà. Et donc, voyez, ça, ce sont les trois vraies raisons. Mais c'est ni l'écologie, ni le logement, ni l'argent, même si ça joue un peu, évidemment. Parce qu'avoir beaucoup d'enfants, c'est cher. Je dis pas le contraire, mais c'est pas ça. L'époque où les allocations familiales permettaient d'acheter la machine à laver ou la 4 chevaux Renault, c'est fini. Et révolu depuis bien longtemps. Donc, mais on a longtemps, et on en a débattu ensemble, du réarmement démographique voulu par notamment notre gouvernement. Ce n'a pas encore eu lieu, très clairement, non, et ces chiffres le disent. Est-ce qu'on sous-estime l'importance du défi démographique pour une nation comme la nôtre? Mais bien sûr, on le sous-estime énormément. Enfin, pas les économistes, mais sur le plan économique, c'est catastrophique parce que la demande intérieure, on le voit bien aujourd'hui, on parlait des 0,5% de croissance et non pas 0,7%. 0,5% de croissance qui explique cette montée des déficits publics, c'est lié au fait que la demande intérieure est très faible. Donc la consommation des ménages est très faible. Donc lié à la dissolution qui fait peur à tout le monde. Qui a mis le chaos en France. Mais néanmoins, la démographie a une part très importante dans la demande intérieure, évidemment. C'est quand même les Français qui achètent le plus en France. Ouais. Et qui dit aussi d'une société en déclin ou pas. Bien sûr. On revient à cela, à sa bonne santé. Mais bien sûr. On parle du réarmement militaire, mais d'abord le réarmement militaire, c'est les personnes. Voilà. Et ensuite, vous imaginez, on se fout de nous, excusez-moi, mais vous imaginez qu'avec 41 milliards de déficit au dernier trimestre, et puis la même chose au prochain, on va vraiment dépenser 5% pour le réarmement de la France? On rigole, on se fout de nous. Donc c'est les promesses de Gaston, on ne le fera pas, évidemment, et tout le monde le sait. Et on en parlera longuement d'ailleurs, sur ce qu'a été l'OTAN et ce sommet et ses promesses. Dites-nous peut-être qui ne seront pas tenues. J'aimerais avec vous, Luc, le philosophe, que vous êtes, revenir sur la question de valeur travail. Un phénomène, le télétravail, avec le Covid qui s'est répandu. Et puis on voit ce mouvement d'entreprises qui reviennent complètement là-dessus. Et ô combien cela froisse certains salariés qui s'étaient habitués à ce mode de travail. Est-ce que vous comprenez d'abord que ces entreprises, grosses entreprises, il y a des grèves à la Société Générale là récemment, reviennent sur le télétravail? Oui, je pense qu'ils ont raison. Avec des arguments valables de leur point de vue. Ils ont raison pour plusieurs causes, plusieurs motifs, plusieurs raisons, si vous voulez. La première, c'est qu'on ne travaille bien qu'avec les autres. Regardez ce qu'on fait tous les deux ici. Si j'étais tout seul à radoter, ça marcherait pas. Voilà. Donc, le travail, c'est toujours, on échange des idées, on rencontre des gens, on a des ennemis ou des amis dans une entreprise. C'est un lieu de vie. Voilà. Et ça, c'est vital pour produire des idées. Et puis en plus, deuxième raison, quand on est à la maison et qu'on a des enfants, je vais être clair, on travaille moins forcément parce qu'on s'occupe quand même de 1000 autres choses. Donc on fait le minimum. Voilà. Enfin, c'est pas pour tout le monde, mais c'est une tentation. Donc je pense qu'il faut. Le premier à revenir sur le télétravail, c'était Elon Musk. Il a dit maintenant c'est terminé. Vous revenez tous à la maison, sinon vous êtes virés. Il faut en garder une part parce que ça peut être. En plus, il y a une inégalité. Troisième raison avec ceux qui ne peuvent pas. C'est une des raisons, notamment chez Free. L'entreprise Free, qui dit oui, il y a une inégalité parce qu'entre ceux qui doivent être sur les plateformes, en boutique, qui ne peuvent pas télétravailler, et les salariés qui en effet sont en back-office, en mauvais français, eux peuvent faire... Et c'est une inégalité de traitement des salariés. Bien sûr, c'est une très grande inégalité. Je crois que c'est 30% des salariés qui sont
qui sont dans cette situation. Et donc on a ces 3 raisons qui sont très fortes. Mais je pense que la plus importante pour moi, c'est une évidence, c'est que on ne peut avoir des belles idées, des bonnes idées qu'à plusieurs. Voilà. Oui. C'est ce que disait Kant, et il y a une phrase de Kant que j'adore. Il disait: penserions-nous bien et penserions-nous loin si nous n'étions pas plusieurs à réfléchir ensemble. Voilà, je cite de mémoire, mais c'est exactement ça. Et donc je pense qu'on a une synergie au travail. Alors il faut garder une part de télétravail, mais il faut pas le supprimer entièrement. Mais il faut que cette part soit raisonnable, et je pense que c'est aussi très important en termes de vie, parce qu'encore une fois, l'entreprise est un lieu de vie. On y trouve ses amis et ses ennemis. Et parfois, on y passe plus de temps que chez soi-même. Mais oui, ça, c'est pas forcément d'ailleurs génial, parce que la première demande des Français, c'est malgré tout d'avoir plus de temps pour s'occuper de la vie privée. Absolument. On évoque souvent, et vous évoquez la notion d'innovation destructrice. Oui. Le télétravail, je ne sais pas si on peut parler d'innovation, mais c'est vrai que peut-être, au fil des années, n'a pas construit quelque chose de positif. Et je pense aussi à ces nouvelles générations. Je ne vais pas faire ma vieille... et vous mettez ce que vous voulez derrière. Vous êtes trop jeune pour ça. mais de jeunes salariés qui, et on les entend dans certains de nos reportages, ça fait partie de leurs critères d'embauche, du télétravail. Oui, a-t-on peut-être fabriqué plein de guillemets à tout ça, des monstres, c'est-à-dire dans leurs critères d'accéder à ce type de conditions de travail qui n'étaient pas évoquées il y a encore 10-15 ans. Ah oui, puis alors, de mon temps, pour parler comme les vieux mammifères, mais c'eût été considéré comme absolument immoral, ce genre de conditions pour entrer dans une entreprise. Alors, il y a une raison de fond, de l'hostilité quand même au travail, qui caractérise, je dirais pratiquement tous les Français, mais les jeunes générations plus que n'importe qui d'autre. Cette hostilité au travail, elle est liée là encore à une lame de fond. C'est pas la paresse. Il y a des gens très bien qui disent voilà, l'ère de la paresse, tout ça c'est la paresse, on est devenu paresseux. Non, derrière la paresse, il y a tout à fait autre chose. C'est le fait qu'on n'a plus de deuxième vie. C'est ça vraiment le fond du fond. Quand on était communiste, on avait une deuxième vie après la Révolution. Quand on était catholique, on avait une deuxième vie après la mort. Donc on pouvait se permettre de travailler, parce que on espérait, c'était l'espérance. On espérait qu'après ça irait mieux. Voilà. Si vous n'avez pas de deuxième vie, donc si vous n'êtes ni communiste ni catholique au sens où on avait vraiment cette croyance dans une vie bien heureuse, comme dit saint Augustin après. Alors si vous n'avez pas de deuxième vie, c'est ici et maintenant qu'il s'agit d'être heureux. La psychologie positive et les théories du développement personnel ont remplacé les religions. De salut terrestre, le communisme, et de salut céleste, le catholicisme. Avec un individualisme aussi... narcissique. Narcissique. Oui, avec un narcissisme extrêmement violent. Donc c'est tout pour mon nombril plutôt que pour l'entreprise. Et au fond, je vais pas perdre ma vie pour la gagner. Avec un chiffre peut-être qui clôturera cette conversation, 45% des cadres démissionneraient s'ils n'avaient plus accès au télétravail quelques jours, si c'était supprimé. Il y a un petit livre de Lucie Davoine qui est très intéressant sur la question du bonheur, de l'économie du bonheur, ça s'appelle, qui est très intéressant et qui montre qu'en effet, la première revendication des salariés français, c'est de pouvoir s'occuper davantage de leur vie privée. Il y a beaucoup de statistiques dans ce petit livre qui est très bien fait. Je connais pas Lucie Davoine personnellement, je sais pas qui c'est, mais c'est un livre qui m'a beaucoup servi parce qu'il est très intéressant pour comprendre justement cette économie du bonheur dont parle Stiglitz, le prix Nobel. Absolument. Un conseil de lecture de Luc Ferry. On fait une très courte pause, Luc, et après on se retrouve pour parler évidemment de la situation internationale, d'un président américain, Donald Trump, qui prend toujours beaucoup de place. Et puis cette guerre de 12 jours, guerre d'usure, parlait-on à l'époque, elle semble être terminée, mais précaire quand même quand on voit les déclarations des uns et des autres. Et puis peut-être que lui se voit prix Nobel de la paix. Le mérite-t-il? On en parle ensemble, à tout de suite. Votre programme avec... Retour dans l'heure de Ferry, Luc Ferry qui nous accompagne tous les samedis à partir de 12h50. On évoquait la situation politique française, on ne peut plus compliquée. Parlons maintenant de l'international, de cette guerre des 12 jours entre Israël et l'Iran, Luc Ferry, et des nouvelles déclarations, nouvelles menaces du président américain à l'occasion d'une conférence de presse hier du président Donald Trump, qui a laissé entendre qu'il pourrait ordonner une nouvelle frappe militaire sur les installations nucléaires si Téhéran cherchait à se doter de l'arme atomique. On va revenir sur ces différentes déclarations, mais d'abord, comment qualifier ces
ces 12 jours de guerre éclair, si elle reste éclair d'ailleurs, parce qu'on commençait à anticiper une guerre d'usure. Oui. Donald Trump a réussi quelque chose, là ? Bah oui. Oui. Bah, bravo Trump, oui bravo. Ce que je vous dis, je peux pas. Le mec est pas sympathique, mais bravo. C'est voilà, je peux pas dire autre chose. Il fallait absolument détruire ces installations militaires et en plus bravo puisque seuls les États-Unis pouvaient le faire avec leurs fameuses armes, avec et les B2, les armes, B2 etc. et... Bon, tous nos militaires l'ont expliqué très bien. Je vais pas revenir là-dessus, mais c'était évidemment absolument vital pour Israël. Je rappelle toujours que dans le programme officiel de l'Iran, des Mollahs, pas de l'Iran, mais des Mollahs, il y a la destruction complète d'Israël. Et donc, Trump a raison de dire qu'il faudra probablement un deuxième round, si je puis dire. Pourquoi ? Parce que tant que le régime des Mollahs est en place, le projet de détruire intégralement Israël reste en place. C'est pas peine de tourner autour du pot. Or, tous les spécialistes disent que très probablement, ils ont déplacé leurs 500 kilos d'uranium enrichi. Absolument. Ils peuvent fabriquer des bombes sales. De toute façon, le programme reprendra tant qu'ils sont là. Voyez. Et donc, il faut comprendre une chose, c'est que si on parle en termes d'histoire et de spiritualité, les Hébreux et les Persans, ils ont quelque chose en commun. Ce sont des gens qui réfléchissent non pas du tout comme dans nos sociétés court-termistes. Ils ont des milliers d'années derrière et des milliers d'années devant eux. Ils ont une vision de l'histoire eschatologique et messianique. Et ça, c'est le point commun entre les Hébreux et les Persans. Je les appelle comme ça pour qu'on comprenne que je parle de l'histoire, évidemment. Et donc, cette culture iranienne qui est absolument géniale, qui est aussi géniale que la culture juive. Et au fond, ces mots-là, eux, ils se disent, bon, bah, d'accord, c'est un accident de parcours, mais on reprend le programme et puis on continue. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas s'arrêter. Tant que ce régime sera en place, de toute façon, le projet de la destruction des Juifs et d'Israël restera en place. Donc il ne faut pas s'arrêter, c'est pas le moment de s'arrêter. De cette menace existentielle, qualifiée et requalifiée par le Premier ministre Netanyahou. En 2012, déjà, il était à la tribune des Nations Unies dénonçant ce programme, justifiant du coup ses frappes. Le 13 juin dernier, c'est aussi posé la question de pourquoi maintenant ? Pourquoi frapper maintenant ? Et de la notion de guerre préventive, guerre préemptive. Et on a eu ces débats sur nos plateaux. AJ plus 20. Oui. C'est ce qu'on aurait dû faire contre Hitler en 1935. Voilà. Et donc, quand votre existence même est en jeu, il y a d'autres guerres, mais là, il y a des guerres de conquête, il y a des guerres de colonisation, il y a toutes sortes de guerres. Mais là, c'est l'existence d'Israël qui est en jeu. Donc, quand ils savent que le programme nucléaire est en train d'aboutir, et en effet, on sait qu'il y a en gros 500 kilos d'uranium enrichi qui sont déjà là. Donc, quand on sait que du coup, c'est l'existence d'Israël qui est en jeu, et donc il faut, dans ce cas-là, faire une guerre préventive. Donc, moi, je suis en total désaccord avec Macron et Barrot. C'est en total désaccord. Et ils disent, mais c'est le chaos. Mais le chaos est 1000 fois préférable au régime des Mollahs. C'est le chaos si était amené plus tard, ça a fait partie peut-être des plans, de tuer l'ayatollah, de tuer la tête du régime des Mollahs. C'était ça le chaos pour eux. Après, ils soutenaient, ils disaient qu'on arrivait à un stade critique en Iran. Ça, c'était le président ne l'a jamais nié. Si on tuait le chef des Mollahs, on ne va pas verser des larmes, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est... Donc tout ça est idiot, je veux dire, pardon, on a vraiment là-haut, on a des gens qui ne sont pas au niveau. Mais ça aurait dû faire partie, vous dites aussi, du plan final, d'aller jusque-là, c'est pas la question majeure. La question majeure est de savoir si en affaiblissant le régime des Mollahs, on va permettre aux Iraniens de se révolter et de changer ce régime. C'est ça qu'il faut faire. Les grandes révolutions, que ce soit la révolution russe ou la révolution française, quoi qu'on en pense, on peut les critiquer, mais elles sont venues du peuple. De l'intérieur. De l'intérieur. Voilà. Donc on peut ralentir le processus de création de l'arme nucléaire qui détruira Israël, et c'est de toute façon très bien. Voilà. Mais le but ultime, c'est de permettre aux Iraniens de faire sauter ce bouchon qu'est le régime des Mollahs, et qui est un régime sanguinaire qui a tué des milliers de gens, des milliers de femmes, des milliers de gamins, de pendaisons en permanence, qui est un régime abominable, qui est un régime qui est aussi abominable que le régime nazi. Voilà. Et donc, c'est ça l'objectif. Alors, comment on y arrive? C'est pas mon problème. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que là, Trump a fait quelque chose d'excellent. Et donc, je ne comprends pas pourquoi on a un Macron et un Barrot qui disent que c'est pas bien, alors qu'ils devraient applaudir. Même s'ils disent, voyez, après, le problème politique se pose, ce qui est vrai. Le problème politique se pose. Le problème du régime qui peut succéder au régime des Mollahs. Et comment on y arrive?
D'accord, mais dire d'abord bravo. Voilà, dire c'est d'abord ça qu'il bravo. fallait faire. Oui. Ils ont dit en effet il y a quelques jours, avant que d'ailleurs les Américains frappent, de cesser urgemment toutes les frappes hors site nucléaire. Oui, parce qu'il ne faut pas. Voilà, il faut pas abîmer le peuple, parce que le peuple iranien n'est pas hostile à Israël, globalement pas hostile à Israël. C'est une histoire très proche, durant des années. Et puis ce sont des gens qui se respectent, comme je le disais tout à l'heure, il y a une immense culture des deux côtés. Voilà, et ça c'est très important. Donc il faut pas, mais il y a un nationalisme iranien évidemment. Et si la guerre de Netanyahou et de Trump était dévastatrice pour la population iranienne, ce nationalisme se réveillerait et serait forcément hostile aux États-Unis et à Israël. Donc faut pas rendre ces gens-là hostiles aux États-Unis et à Israël. Donc il faut en effet bombarder vraiment les sites nucléaires et puis après espérer que l'affaiblissement du régime permette un changement de régime. Alors évidemment, on en est loin, je suis pas naïf, mais de l'autre côté, ce qui est très bien chez Trump, et là je suis désolé, mais parce que je sais que voilà, quand on dit du bien de Trump, on passe pour un imbécile, ou pour un salaud, mais je suis obligé de dire la vérité là aussi. Ce qu'il dit sur Gaza est vrai, voilà. Alors je dis pas son plan, le plan faire une Riviera à Gaza, c'est pas gagné, mais moi autant je trouve que la politique de Netanyahou sur l'Iran est excellente, parce que c'est vital pour eux, tout simplement. Et là, je pense qu'il reprend du poil de la bête dans le peuple israélien, qui est d'accord avec lui. Forcément. En revanche, ce qui est fait à Gaza est immonde. Moi, je parle pas du tout de génocide, parce que c'est pas un génocide, mais ce qui est fait à Gaza est immonde. Et bon, voilà, on a 50 000 morts parmi les civils, c'est pas acceptable. On peut pas continuer comme ça. Et là-dessus, ce que dit Trump, il a raison. Voilà. Et donc, ce que dit moi j'aime beaucoup Madame Livni, ce qu'elle dit, qui était donc qui était vice-première ministre et ministre des Affaires étrangères d'Israël. Elle dit au début, cette guerre contre le Hamas était légitime. Aujourd'hui, elle est absurde. Voilà. Elle a raison. Avec ce débat aussi intérieur de ces critiques contre Netanyahou, qui peut-être aussi ces grandes voix qui s'élèvent, mais attention à ne pas alimenter. On a vu le résultat que à certains moments cela a pu produire. Bien sûr, et Ehud Olmert, Barnavi, Livni, voilà, je cite leurs noms. Anne Sinclair ou encore Delphine Orvillère. Un certain nombre de gens disent ça suffit, ce qui se passe à Gaza est immonde. Voilà, et c'est vrai, c'est pas acceptable. Personne ne peut accepter que 10 000 ou 15 000 enfants soient massacrés par l'armée. Voilà, il fallait faire cette guerre au début pour affaiblir la masse. Oui, c'était absolument inévitable, c'était légitime, c'était souhaitable, mais là, on ne sait pas où on va. Mais plus de 2 ans plus tard. Voilà, on se demande si le but de cette guerre, c'est d'affaiblir le Hamas ou si c'est de maintenir Netanyahou, de lui éviter la prison, parce que c'est quand même ça qui se profile. C'est ce que dit Barnavi. Sur la personnalité, les frasques du président américain. Vous dites bravo. Mais pas le bonhomme. Pas le bonhomme. et la question revient, pourrait-il mériter le prix Nobel de la paix? J'aimerais qu'on l'entende à ce sujet, parce que ça revient ces derniers temps, et il s'est exprimé là-dessus. Écoutez Donald Trump. Il a toujours été pauvre. Ils devraient me donner le prix Nobel pour le Rwanda, et si vous regardez le Congo ou la Serbie, le Kosovo, on pourrait en citer beaucoup d'autres. On pourrait citer l'exemple le plus important, l'Inde et le Pakistan. J'aurais dû obtenir le prix 4 ou 5 fois. Voilà, ça suscite l'hilarité de Luc Ferry, mais 4 ou 5 fois pourrait-il mériter le prix Nobel? Non, mais c'est vrai qu'il a toujours été pour la paix, donc on peut lui reprocher d'avoir échoué sur l'Ukraine et la Russie, c'est clair qu'il a échoué, bon, c'est un échec, mais le principe était le bon. Moi, je vois encore, j'ai des amis parmi les intellectuels de gauche qui défendent, qui sont fanatiquement pro-Zelensky, qui disent que l'Ukraine peut encore gagner la guerre et reprendre la Crimée. C'est complètement absurde, c'est faux, c'est un mensonge. On sait très bien que c'est faux. Et donc on continue la guerre, on rend service à Poutine. On réarmera l'Ukraine, on rend service à Poutine, parce que de toute façon, plus on réarmera l'Ukraine, plus il ira jusqu'à Kiev. Je suis désolé de dire ça, parce que c'est la vérité. C'est votre analyse depuis le début. Absolument. Et puis on voit qu'elle est juste, parce que depuis le début, je dis que la Russie va gagner cette guerre et que c'est catastrophique. Et que cette guerre part de 2014, de la guerre du Donbass, qui est une catastrophe. J'ai pas changé d'avis. Mais sur le prix Nobel, sur ce que suscite Donald Trump, il a toujours été pour la paix, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Et pendant son premier mandat, il n'y a pas eu les États-Unis ne sont pas entrés en guerre. Et là,
c'est son discours et même son entrée en guerre contre l'Iran, c'est pour la paix. Ouais. Hein. Et donc, oui, d'une certaine manière, je suis désolé, là encore, je sais que je vais me faire des ennemis, mais il a pas tort, alors que Obama, sur la Syrie, s'est conduit comme un pleutre, voilà. Et donc... Barack Obama, qui a eu le prix Nobel en 2009. Hein. Mais alors, objectivement, Trump le mériterait beaucoup plus que lui. Voilà, c'est vrai que c'est... Alors, le bonhomme est insupportable. Voilà, et il est antipathique, il est arrogant, il est prétentieux, il est menteur, il est narcissique, tout ce que vous voudrez. Et puis en plus, sa casquette, tout ça, son image quand il parle... Le style... Il est grossier, il est vulgaire, tout ce que vous voulez. Le bonhomme perso, il est difficile à supporter, donc il se fait détester par le monde entier, enfin en tout cas dans la vieille Europe et dans le sud global, c'est clair, mais néanmoins ce qu'il fait est assez... On est obligé de dire bravo, même s'il a raté pour l'Ukraine, mais bon, c'est pas de sa faute, il a essayé au moins. Il a essayé sur l'intervention de dimanche dernier, ou dans la nuit de samedi à dimanche, et de tout ce qui a entouré cela, une espèce de grand mystère... dans peut-être 15 jours, et puis finalement je rentre à Washington. Bien joué, oui. Pour vous, il ne trahit pas ses électeurs MAGA, à qui il a promis durant des mois. Non, mais j'entends ça beaucoup, mais les électeurs MAGA, ils n'ont pas digéré l'effondrement des Twins, des tours. Donc, des tours jumelles en 2001. Voilà, et donc tout ce qui va contre ceux qui ont organisé le 11 octobre, plaît aussi aux électeurs MAGA. Donc je ne crois pas du tout à cette thèse. Et puis en plus, America Great Again, là, les B2 et tout le monde, tous nos militaires ici, moi je les ai beaucoup écoutés, notamment l'amiral que vous avez invité là, ils disent aucun pays n'aurait été militairement, techniquement capable de faire ça. Donc Make America Great Again, oui, ça c'est aussi ça. Et donc tout ça, moi je pense que pour l'électeur MAGA, ça fait plaisir. Et regardez comment il a été accueilli par Rutte à l'OTAN. Papa. Il l'appelle Daddy's. C'est ridiculisé, ce garçon, mais enfin, il est grotesque. Mais c'est ridicule. Mais néanmoins, ça prouve à quel point l'Europe est en train de se coucher devant Trump. Et il a obtenu ce qu'il voulait, sauf que ça se fera pas. Mais à savoir que les Européens augmentent leur souveraineté militaire. Bon, ça ne se fera pas. Montrons juste aux téléspectateurs cette séquence. Il s'est ridiculisé. Parce qu'on va parler de l'OTAN, parce qu'il arrive aussi grand vainqueur à l'OTAN, Donald Trump. On verra si les engagements tenus, ou en tout cas les engagements affichés sont tenus. Mais effectivement, cet échange avec le patron de l'OTAN et du président américain... C'était grotesque. Hein. Regardez, on jugeait si c'est grotesque. On revient après. Ils se sont battus comme deux enfants dans la cour de récréation. Vous savez, ils se battent comme des fous. Vous ne pouvez pas les arrêter. Laissez-les se battre pendant 2 ou 3 minutes. Après, c'est plus simple d'y mettre fin. Papa doit parfois hausser le ton. Ah, mais ce qu'il est con. Papa doit souvent hausser le ton. C'est une formule qui est revenue de manière virale, évidemment. Enfin, ce pauvre garçon est ridicule. Voilà, mais ça, qu'est-ce que cela dit aussi de ce qu'impose Donald Trump à ses interlocuteurs aussi ? Dans le vocable, dans l'attitude. Il est ce président. Encore une fois, j'ai dit ce que j'en pensais à titre. Je comprends très bien que l'image est détestable, mais l'image n'est qu'une image et il est adossé sur quelque chose qui est quand même, il faut bien le dire, grandiose. C'est la puissance technologique des États-Unis. Tous nos systèmes de messagerie, d'intelligence artificielle, de réseaux sociaux sont américains. Faut le dire. À 2 ou 3 exceptions près, mais qui ne marchent pas. Et de l'autre côté, donc il est adossé à cette Silicon Valley qui est quand même en train aujourd'hui de dominer, mais complètement le monde à part la Chine. Mais l'Europe, en tout cas, complètement. Et puis, cette puissance militaire dont on a vu la démonstration en Iran, et qui est quand même fascinante. Et d'ailleurs, tous nos militaires ici ont été fascinés par les B2, par les bombes Tartampion, je sais pas comment elles s'appellent, mais les GB, les GBU 57. Voilà. Et donc, ces bombes perforantes, que seuls les États-Unis disposent. Donc, là, on voit à quel point on a une puissance militaire, une technologie, mais un savoir-faire militaire. C'est pas simplement la puissance des armes. Et donc, nous sommes à des années-lumière et Trump nous rend service en nous disant il faut que vous retrouviez votre souveraineté militaire et numérique. Voilà, donc là aussi, il a raison. Oui, il faut que vous la retrouviez. Oui, bien sûr. Venons-en donc à l'OTAN, à ce sommet crucial à La Haye cette semaine. Vous le dites, finalement, grâce à cette démonstration de force, il impose quand même la question des 5% du PIB consacrés à la défense. Et on revient finalement à notre souveraineté européenne. Aurons-nous les moyens de nos promesses et de nos engagements? Je souligne d'ailleurs votre édito cette semaine dans le Figaro, réarmer l'Europe
en colonie des USA. Voilà. Vrai sujet aussi. Oui. Vrai donc sujet. C'est une blague, on ne le fera pas. Ouais. Vous dites on ne le fera pas, mais pourquoi ? D'abord parce que quand on a 3300 milliards d'euros de dette et qu'on a 41 milliards de déficit en 3 mois, on peut pas investir dans rien. Il faudrait investir 10 milliards dans l'industrie militaire, mais de toute façon, même en investissant 10 milliards dans l'année prochaine dans l'industrie militaire, en faisant... Parce que le budget de la défense a considérablement augmenté quand même ces dernières années, ce que souligne... Oui, mais enfin, souvenez-vous que Pierre de Villiers s'est fait virer par Macron quand il a dit qu'il fallait l'augmenter. Donc on a augmenté, mais par rapport à des déficits absolument considérables. Et de toute façon, je ne cesse de le dire, c'est l'objet d'ailleurs de ce papier du Figaro, sans la souveraineté numérique, la souveraineté militaire n'existe pas. Or, la souveraineté numérique, tout est américain. Et je le dis dans le Figaro en citant Gilles Babinet, le coprésident du Conseil du numérique, qui est quelqu'un de tout à fait intéressant. Il faut écouter ce qu'il dit. Et il le dit très bien. Les Européens continuent majoritairement, la plupart des pays européens, la Pologne, l'Allemagne, y compris la Suisse, qui est en Europe, même si elle n'est pas dans l'UE, achètent des F-35 et des F-16 et vont acheter les prochains F, je sais pas comment ils s'appellent, 40 je sais pas quoi, qui sont encore plus performants, mais qui sont bourrés de lignes numériques d'intelligence artificielle que Papa Trump, pour parler comme Rutte, peut clouer au sol dans le quart d'heure. Oui, parce que pour être très clair, juste... Voilà. Donc une souveraineté militaire, zéro. Aux téléspectateurs qui nous écoutent, aujourd'hui, n'importe quelle arme, n'importe quel drone, ce sont des cartes numériques qui ont besoin d'être fabriquées en grand nombre. Exactement. Et on n'a sans doute pas aujourd'hui la capacité de le faire. Et non, et les puces viennent de chez Nvidia, et tout le système de numérique vient des États-Unis. Et par ailleurs, le système, le fameux Starlink, il appartient à Elon Musk. Voilà, on n'a pas du tout l'équivalent. Et donc, et on a besoin d'une surveillance dans les guerres d'aujourd'hui. Donc, comme le disait d'ailleurs Bourlange hier, ça m'amusait, je voyais chez vous Bourlange on voyait qu'il était coincé, l'obligation de dire que sur l'Ukraine, sur l'Iran, Trump avait raison, mais sa détestation de Trump l'empêchait de dire qu'il avait vraiment raison. Donc c'était marrant de voir ça, mais il disait à juste titre que ces 5% de budget, c'était une promesse de Gascon. C'est faux, il n'y aura pas 1%. Parce qu'on n'est pas les moyens aujourd'hui de nos ambitions. Financièrement. Mais voilà. Et en plus, il faudrait commencer par le numérique. Parce que sans le numérique, encore une fois, sans l'équivalent de Starlink et sans... Aujourd'hui, par exemple, vous voyez, nous, on a des Rafales qui sont des avions magnifiques. Je ne critique pas le Rafale. C'est très beau, le Rafale. C'est un merveilleux avion. Mais on va vers la guerre des drones, on va pas vers la guerre des avions de chasse. Et par ailleurs, l'IA, il faut quand même le savoir, en pilotage d'avions de chasse, est supérieur aux humains, aux meilleurs pilotes américains. Les gens le savent pas, ils croient que c'est une blague, ils pensent que je plaisante quand je dis ça. Mais vous pouvez le vérifier vous-même, il suffit de regarder sur Internet, vous trouverez les expériences qui prouvent que les pilotes américains, les meilleurs pilotes américains, sont battus par des IA en pilotage des avions de chasse, et de toute façon, on va vers la guerre des drones. Donc on va acheter des tas de ferrailles, on n'aura pas l'environnement numérique qui permet que ces tas de ferrailles soient utiles. Et on voit à quel point l'efficacité des drones dans ces guerres à venir tout est là. Et ces guerres présentes sont surutilisées aujourd'hui. Et on a besoin de missiles anti-drones, enfin bref, tout ça est à repenser complètement. Moi, j'ai la chance, encore une fois, d'avoir des amis amiraux, et de pouvoir les écouter, voilà. Et puis aussi, ils savent très bien que la dissuasion nucléaire, encore une fois, n'existe pas, elle n'existe plus parce que nos armes sont trop puissantes pour être utilisées. C'est un paradoxe intéressant. Donc, pour retrouver la souveraineté militaire, il faut, 1, le numérique, c'est l'IA, et 2, il faut avoir des armes qui sont plutôt des armes conventionnelles éventuellement du nucléaire tactique, mais pas le nucléaire stratégique, parce qu'encore une fois, il est trop destructeur pour qu'une démocratie humaniste puisse l'utiliser. On va pas tuer 20 millions de femmes en Russie et d'enfants, c'est pas vrai. Oui, ça, c'est le débat sur la dissuasion nucléaire, en effet. En plus, vous savez, j'en parle avec mes amis amiraux ou généraux, on serait pulvérisé la France serait détruite en un quart d'heure. Oui, d'appuyer en réponse à peut-être l'utilisation de la réponse serait automatique. De notre arme. Les sous-marins nucléaires, les armes stratégiques nucléaire russe nous détruirait en un quart d'heure. Voilà, en 24 heures, il n'y aurait plus un Français vivant. Donc tout ça, d'un autre temps, c'est les années 50. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire qu'à 14h, formidable documentaire et reportage à suivre sur justement l'histoire de notre dissuasion nucléaire. Mais vous parliez d'intelligence artificielle, j'aimerais qu'on en dise un mot quand même, à l'heure de nos écoliers, bacheliers qui passent toute une série d'examens. Je crois que c'est terminé, mais la semaine a été
compliqué pour certains, brevets, les oraux, etc. Mais ce type d'examen, à l'heure justement du développement de l'intelligence artificielle, c'est une vraie question. Vous, l'ancien ministre de l'Éducation, vous dites qu'il faut tout réinventer. Bon, moi, j'ai envie de vous demander, et on verra peut-être avec les résultats, est-ce que ça nous rend peut-être un peu idiots? Oui, parce que ça aide beaucoup les écoliers, mais seuls face à leur table de travail, peut-être que c'est plus compliqué. Voilà, ce qu'on appelle en anglais le deskilling est en marche, c'est-à-dire la perte des compétences est en marche, et c'est très 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 inquiétant. Je travaille là-dessus en ce moment parce que je vais faire des propositions positives, pas simplement dire c'est épouvantable, on va vers la catastrophe et le deskilling, la perte des skills, des compétences. Bon, il faut bien comprendre que les devoirs à la maison, c'est complètement mort. Voilà, en une demi-heure. ChatGPT, si vous êtes abonné, que vous avez Deep Research, en une demi-heure, il vous traduit la version latine ou la version anglaise, il vous fait le devoir de maths, de physique, de chimie, il vous fait le devoir d'histoire et de philo et de français. Voilà. C'est vrai que c'est en une demi-heure. Bien sûr. Et si vous êtes lent. Voilà. Et c'est parfait. Il faut rajouter des fautes d'orthographe pour que le prof voit pas que c'est fait par ChatGPT. Sinon, il saura que c'est pas l'élève. Donc, je blague, mais c'est quasiment vrai. Voilà. Et donc les devoirs à la maison, c'est mort. L'écrit, si on ne supprime pas les portables à l'entrée, c'est mort aussi. Donc, seul l'oral donne la certitude qu'on ne triche pas. Troisième point, si on veut être positif, il y a plein d'usages pédagogiques de l'IA qui peuvent être formidables. Donc, faut pas interdire les portables systématiquement. Il faut les interdire dans certains cours, mais quand on a besoin pédagogiquement, ça peut être très utile. Avec un accompagnement d'un enseignant formé à cela aussi. Très utile en biologie. Au lieu de disséquer des souris qui ont fait de mal à personne, on peut avoir des images magnifiques sur le climat en géographie. Enfin, il peut y avoir plein d'usages pédagogiques, même en philo. On peut dire, vous demandez à ChatGPT, puis regardez la réponse, vous la critiquez, vous la commentez, etc. Mais même depuis la classe de maternelle, on pourrait avoir des usages pédagogiques. Alors, je travaille là-dessus, mais surtout, il faut changer de A jusqu'à Z les cours d'instruction civique. Voilà. On va rentrer dans un monde. J'ai des amis qui fabriquent des deepfakes. Bon, donc, on avait vu quelques images d'ailleurs. Voilà. Et là, je pourrais vous en montrer. J'en ai plein mon iPhone qui sont indétectables. Voilà. Et donc des deepfakes qui sont non pas des fausses vidéos. La vidéo est vraie, mais tout est faux et semble vrai. Voilà. Alors évidemment, quand on voit Mathilde Panot qui danse avec Zemmour, on se dit que ça doit être une deepfake. Mais si c'est très bien fait, je ne cesse de leur dire, je peux mettre la tête d'une gamine de 3e sur un film X, un film porno, et foutre sa vie en l'air, la pousser au suicide, parce que j'aurais mis ça sur les réseaux sociaux pour me venger. Bon, un gamin peut faire ça en 3 secondes. Je peux... voilà. On a vu, là, je vais vous dire, journalistes TF1 LCI, de faux journalistes avec des micros, tout aussi plus réels et des scènes derrière eux, avec des gens qui nous envoient ça chez nous en disant, mais est-ce que c'est arrivé? Mes amis fabriquent ça, et ils fabriquent ça, je vais pas dire pour qui, parce que c'est à eux de le dire, mais ils fabriquent ça pour une grande chaîne de télévision concurrente, et donc ça permet à un journaliste de faire croire qu'il est en Israël ou je sais pas où, et c'est absolument parfait. Vous avez les images derrière, vous avez des images de guerre, et le journaliste, c'est un avatar, tout est faux. C'est un jumeau numérique. Voyez, donc on va rentrer dans un monde dans lequel on ne saura jamais, quand on voit une vidéo, si c'est vrai ou faux. Donc il faut avoir un cours solide, puissant sur l'esprit critique pour tous nos enfants, en leur montrant des exemples de faux qui ont l'air vrais. Et en vantant aussi... Pardonnez-moi, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, mais la profession de journaliste qui permet cette vérification et dont on... C'est une bonne nouvelle pour vous. Absolument. Mais voilà, parce que quand on vous voit... Alors, sauf qu'il ne faut pas que vous soyez un avatar, évidemment, mais la signature, ce qu'on appelle... À 7 heures, non, voilà. je suis bien réel. Non, on est bien là, c'est bien nous. On est bien là. Mais oui, mais l'avatar pourrait le dire. Absolument. On rentre dans un truc de fou. On arrive, mais ce n'est pas de l'intelligence artificielle, il faut tout refaire. On arrive à la dernière minute, tradition photo de la semaine. D'accord. Lui, il aime bien l'intelligence artificielle aussi. Il s'est payé Venise. Jeff Bezos mobilise la cité des Doges pour son mariage. Ça choque beaucoup. Ce sont des millions d'euros, écologiquement, 30 millions. Écologiquement, franchement, le bilan est pas terrible. Avec un nouveau mot qui apparaît dans le dictionnaire, je sais pas si je vous le fais découvrir, l'auto-cadeau. Voilà, ce qui nouvelle tendance des leaders, des grands patrons qui organisent des fêtes à leur gloire et exhibent leur toute puissance. On est pleinement là-dedans. Ça vous choque?
C'est à vomir, c'est à la fois un mélange de vulgarité et de conneries qui laisse sans voix, quoi. Il faut dire les choses comme elles sont. Je savais qu'à chaque fois, ça me plairait, oui. Ça vous plairait. Tout est vulgaire dedans, même cette dame, la manière dont elle est habillée. Enfin, tout est vulgaire. Kim Kardashian, en l'occurrence. C'est vraiment la vulgarité du pognon, quoi. Ces gens veulent se faire détester, mais ils y arrivent, voilà. Mais hélas, à juste titre, en plus, regarde ça comme il est ridicule. Tout ne s'achète pas. Tout est grotesque. Voilà. Tout ne s'achète pas. Mais tout ne s'achète pas. Et puis cette manière de montrer qu'on est mieux que les autres, tout ça. Et pourtant, je suis pas du tout contre l'argent. C'est pas ça. Je pense que ils ont le droit de gagner de l'argent. Mais l'étaler pour écraser les autres. Peut-être le faire autrement. C'est d'une vulgarité et d'une bêtise qui dépasse tout, quoi. Luc, en plus, ils sont grotesques. Merci infiniment pour cette heure de Ferry. On se retrouve la semaine prochaine pour notre dernière émission de la saison. Ah oui, Moi, je vous dis à tout de suite. Et on se retrouve l'année prochaine.